Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette conférence. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, donc 20-30 minutes maximum. Le sujet d'aujourd'hui, donc c'est un sujet très pratique. Je vais essayer de donner quelques éléments pratiques pour combattre aujourd'hui dans le monde où nous sommes et donc résister, combattre fermement et sans devenir révolutionnaire, ce qui est euh, pas forcément évident. Donc, je ne vais pas vous donner de panacée ou de remède miracle, hein, mais essayer de donner quelques éléments, quelques principes à ce sujet et quelques directions pour quand on se retrouve dans des situations qui peuvent être plus ou moins compliquées, comment bien réagir ou comment essayer de réagir au mieux et discerner ce qu'il faut faire dans chacune des situations pratiques. Euh, Bon, Vexia Gallier et le Stade d'Action Légitimiste, nous sommes légitimistes, contre-révolutionnaires, euh, et, dans et donc aussi et donc royalistes. Il est connu disons que c'est des mouvements que nous sommes, disons, contestataires, on aime bien dire qu'on n'est pas d'accord et on résiste, et en même temps on prend la légitimité, une fidélité au roi, une fidélité euh, à l'ordre naturel, et aux ordres existants. Donc voilà, et donc ça peut paraître contradictoire à première vue. Comme point de départ, d'abord, j'aimerais partir de la réalité moderne où nous sommes euh, par rapport à l'obéissance et les erreurs ou les déviations que nous pouvons avoir par rapport à l'obéissance chez les contemporains. Euh, je prendrai deux exemples, trois exemples euh, pour illustrer cet aspect-là. D'abord, je pense que, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous le conseille vivement, c'est le livre de Jean Villegril et de Patry, qui expose de façon brillante la construction, disons, de la patrie révolutionnaire contre la patrie française traditionnelle et qui expose comment cette conception de patrie, de patriotisme a évolué dans le temps et la Révolution française en particulier a été un tournant majeur, et cette vision patriotique révolutionnaire s'est en fait généralisée au début du XXe siècle euh, et repris en quelque part les nationalismes dits aussi de droite. Et il est vrai que vous en avez peut-être eu l'expérience d'une façon ou d'une autre, même si aujourd'hui tout, toute cette, tout le début du XXe siècle a relativement disparu, mais donc, quand on parle de devoir d'État, moi, j'ai toujours été au XXe siècle. Si vous regardez un peu le catéchisme ou la doctrine de l'Église, on parle de devoir d'État. Et on a l'impression que, en particulier pour la Première Guerre mondiale, mais pas que le devoir d'État, en ce qui concerne la patrie, le pays, c'était la bonne poire, la bonne raison pour aller se faire charcuter sur le champ de bataille. Et on en est arrivé à une sorte de patriotisme qui était en fait très révolutionnaire dans son essence, qui considérait à dire que pour raison de piété filiale, il était tout à fait normal de se sacrifier, euh, pratiquement sans discernement, parce on nous le demandait, pour l'État. Donc on était revenu à une sorte d'État Moloch païen, où c'est l'État qui divinisait, et finalement, plus on meurt pour l'État, plus c'est bien. Alors d'un point de vue traditionnel, il y a toujours eu la piété filiale, donc il faut absolument, c'est un devoir de justice, de rendre à la société politique, donc au roi ou aux gens incarnés, avant que ça soit de ne pas le rendre à une entité non incarnée comme l'État ou quelque chose qui n'a pas de visage, mais rendre donc à, à- à la France en tant que pays incarné et à nos supérieurs, donc à tous ceux à qui on doit d'être là, et donc le pays en fait partie de façon très importante évidemment.
Mais historiquement, c'était pas, il n'y a jamais eu, dans certains cas, il est normal de pouvoir se sacrifier, par exemple, pour la patrie, mais c'était pas ni une obligation générale, ni quelque chose de complètement naturel. Et c'est pour ça qu'il existait les chevaliers, etc. Et c'était certaines parties de la population qui devaient sacrifier pour d'autres parties dans les cas nécessaires. Et donc on est arrivé au XXe siècle à une sorte de logique, euh, disons, très généralisée de obéissance servile. C'est-à-dire on nous dit quelque chose et il faut le faire. Euh, alors aujourd'hui, c'est plus du tout noble comme, disons, sacrifice pour l'État, mais on en est exactement sur les mêmes ressorts quand on vous dit, pour les histoires sanitaires, on vous dit de rester à la maison, donc il faut rester à la maison. Ou on vous demande, on vous donne des injonctions, il faut obéir. On revient aussi donc, par rapport à cette vertu d'obéissance, dans une obéissance qui est servile et, et non discernée, non traditionnelle. Je reviendrai après sur comment a été vue la vertu d'obéissance habituelle. On retrouve cet aspect-là dans cette sorte d'obéissance, dans ce phénomène d'obéissance servile. On retrouve, pour ceux qui sont catholiques, qui sont dans l'église, avec une certaine papoilatrie à l'heure actuelle qui confond l'autorité suprême du pape avec le pape a dit, donc je fais. Ce qui ne correspond pas du tout à la conception traditionnelle classique de l'obéissance qui concerne à reconnaître les autorités telles qu'elles sont dans l'ordre des autorités, enfin, telles- les autorités telles qu'elles sont, et de se soumettre aux ordres qui sont légitimes. Dans un monde où, où les pouvoirs étaient légitimes et les gens qui étaient dans les positions de pouvoir savaient ce qu'ils faisaient et avaient plutôt tendance à donner peu d'ordres injustes et plutôt plus d'ordres justes, bah, ça facilite le travail de celui qui obéit, puisqu'il suffit en général d'obéir à l'autorité telle qu'elle, et bah, on fait des choses bien. Le problème dans notre monde, comme vous le savez, nous sommes dans un monde qui est révolutionnaire, où on a inversé beaucoup de principes et qui vont contre l'ordre naturel, et donc on se retrouve avec beaucoup de pouvoirs qui sont illégitimes sur tout un tas de plans, qui ont juste, disons, la légitimité des faits, ce qui en est une, hein, donc on est quand même soumis de fait à ces pouvoirs-là, ils ont une certaine légitimité minimale, et sont en plus avec une vision très peu claire de ce qu'il faut faire, et souvent en donnant des injonctions et des ordres qui sont au mieux, disons, stupides, mais sans forcément des conséquences morales, au pire, qui sont clairement euh, des, des ordres injustes et dangereux. Un autre, et puis donc un autre travers aussi qu'on pourrait avoir dans notre époque, c'est, disons, c'est de pencher entre activisme et quiétisme. Souvent d'ailleurs, les légitimistes sont taxés de un peu providentialisme, en disant bon bah on prie, on fait rien. En fait, c'est très faux, hein, quand on regarde l'histoire, ça n'a pas du tout été le cas. En même temps, donc c'est-à-dire ne plus rien faire, voilà, comme tous les ordres sont illégitimes, euh, les pouvoirs légitimes, etc. Ben dans le doute, voilà, je me mets hors de la société et j'attends. Et je prie, et puis on voit ce qui se passe. Bah, ça marche pas comme ça non plus, puisque nous sommes euh, des instruments, et donc s'il n'y a pas d'action, ben, rien ne changera. Euh, le miracle n'est pas le mode opératoire normal de Dieu. Il aime que nous fassions des choses et il soutient ou pas après nos actions. Inversement, l'activisme, c'est l'autre travers, c'est de vouloir forcer les actions, c'est de toujours euh, de faire l'action pour l'action, et c'est une sorte un peu d'hubris en fin de compte, ou un peu d'orgueil de croire que sur nos forces propres, on pourra faire de grandes choses. Bon voilà, donc nous sommes dans un peu cette situation compliquée. Et bon là, c'était un peu théorique. Après, je vous prendrai des exemples beaucoup plus concrets, mais nous sommes vraiment confrontés tous, je pense, plus ou moins en fonction de où nous sommes dans la société,
ou ce que nous faisons dans la vie courante, mais nous sommes tous soumis en pratique à ces situations. Qu'on soit employé en entreprise, chef d'entreprise, enseignant quelque part, médecin, tout ce que l'on veut, on vit dans cette société qui est révolutionnaire et on est soumis au minimum aux injonctions de l'État et aux lois révolutionnaires. Et souvent, si vous travaillez dans des structures qui sont des relais finalement révolutionnaires, alors parfois c'est plus ou moins, mais qui fonctionnent de façon non révolutionnaire, et encore pire si par exemple vous êtes soumis clairement aussi à des chefs qui sont eux-mêmes révolutionnaires. Donc je pense qu'au jour le jour, ça peut être vraiment des questions et des problèmes concrets qu'on rencontre sur le terrain. Euh, alors, avant de rentrer et donner quelques principes concrets, euh, voilà, donc bon, quand on commence à réaliser qu'il y a tout un tas de problèmes par rapport à la légitimité, que nous sommes dans un monde révolutionnaire, qu'il y a tout un tas d'injustices qui sont faites à droite et à gauche, bon, c'est naturel aussi, on a envie de faire justice, d'agir, de se rebeller, de résister, de se révolter. Et c'est une colère qui, a priori, n'est pas malsaine et qui est saine, puisque quand on voit une injustice, c'est normal de vouloir la rétablir. Simplement, bon, là, je reprends la phrase très célèbre de Joseph de Metz, mais qui est vraiment, vraiment essentielle, c'est que la contre-révolution n'est pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Donc, pour le dire autrement, les injustices qui existent et que nous pouvons subir, il faut les rétablir, mais on ne les rétablira jamais en commettant d'autres injustices. Et c'est là où c'est compliqué et pas facile en pratique. Mais en même temps, c'est là où c'est très important parce que c'est ça qui fait que l'action contre-révolutionnaire peut avoir une vraie efficacité de fond. Et en plus, c'est là où nous pouvons l'appliquer véritablement chacun dans notre position et dans notre vie en fonction de quelle que soit notre position. Puisque dans toutes les positions où nous sommes, bah, nous avons chacun un certain nombre de devoirs ou de positions, et donc où nous pouvons appliquer la justice à notre niveau. Euh, Ensuite, je vous lirai aussi, donc ça va dans ce même sens, mais euh, une prière de Saint François d'Assise qui évoque un peu cette idée-là, sur un peu, disons, une action contre-révolutionnaire dans la vie courante. Je vous le lis. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. C'est une prière très célèbre, mais qui évoque cette idée que, après la première réaction par rapport aux injustices, c'est les reconnaître telles quelles, pouvoir les corriger, et derrière, rendre justice et ne pas commettre soi-même de nouvelles injustices et finalement empirer la situation. Et enfin, je vous conseillerais, alors je ne le lirai pas parce que on n'a pas du tout le temps, mais vraiment c'est un texte euh, très 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 nourrissant et qui permet de comprendre l'état d'esprit déjà de nos ancêtres et comment fonctionnait la société auparavant, qui n'était pas idéal, hein, il y avait beaucoup d'injustices, mais tout était fait pour les corriger et donc en fait en pratique c'était incomparable avec ce qui se passait aujourd'hui, mais les hommes n'étaient pas meilleurs auparavant. Si ça se passait beaucoup mieux, c'est parce qu'il y avait de nombreux, à commencer par le roi, mais de nombreuses personnes qui se battaient et qui agissaient fermement et qui résistaient fermement aux injustices. Et c'est pas nouveau, hein, même dans une société qui fonctionne à l'endroit et comme il faut. Et si elle fonctionne comme ça, c'est parce que les gens se battent habituellement, pratiquement par réflexe,
dès qu'il y a des injustices. Euh, et donc là, je veux parler du testament de Saint-Louis. Je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il expose l'esprit qui peut être appliqué tout à fait dans nos différentes positions. Alors évidemment, il parle en tant que roi et donc en tant que position d'autorité, mais nous avons tous, pour les pères de famille, ben, dans votre famille, vous êtes comme un roi, donc vous pouvez l'appliquer pratiquement tel quel, hein. Euh, voilà. Donc, voilà, jusque-là, j'ai donné quelques directions, quelques principes. Donc voilà, la situation où nous sommes qui est très révolutionnaire. Euh, L'idée que il faut agir et résister et combattre. Et c'est pas du tout mal de combattre, c'est quelque chose de très 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 bien parce que nous sommes dans un monde contemporain où on veut nous faire croire que combattre, euh, voilà, est en fait pas bon. Ce qui montre d'ailleurs, ce qui est intéressant, hein, parce que le pas de vague, comme on dit, le pas de vague est quelque chose de très ancien. Il faut pas croire que c'est nouveau, hein. Le pas de vague est un réflexe païen de base, c'est-à-dire que quand on n'a pas la vérité chrétienne, euh, on préfère tous plutôt que créer une guerre, parce que la guerre a un coût énorme qui fait que les gens se battent. Et quand on ne sait pas pourquoi on se bat, ben, en général, les combats deviennent très durs et tout le monde se massacre. Donc, pour éviter ça, pas de vague. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui monte, on coupe la tête à celui qui... On n'est pas encore à ce point-là, parce que ça fait 1000 ans ou plus que dans notre pays, on est dans un pays très chrétien et royal, et donc on sait résister sans faire des révolutions, mais bah, ça devient de moins en moins le cas, donc ça devient de plus en plus païen, et donc ça devient de plus en plus le pas de vague, qui est faux, puisque c'est une fausse paix, en fin de compte, mais qui se fonde sur certaine disons, loi naturelle qui veut on préfère la paix à l'état de guerre. Mais quand on sait ce qui se passe, on ne peut pas accepter l'injustice. Parce que le problème, c'est que le pas de vague, au bout d'un moment, bah, c'est installer les injustices, les légitimer, et légitimité des pouvoirs légitimes. Alors, bon, en pratique, comment faire pour résister fermement sans devenir révolutionnaire? Alors, il n'y a pas de panacée, mais il y a quelques principes que l'on peut dire. Il est d'abord important de bien savoir, voilà, plus on sait la situation où on est, plus on connaît les principes, aussi politiques, comme l'homme est un animal social, l'autorité de haut en bas, etc. Plus on peut avoir une vision d'abord, parce que ce qui est important, c'est de constater objectivement ça, ce qui se passe, les injustices qui sont commises, et nous, où nous sommes là-dedans, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Et une fois qu'on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, ben après il suffit de le faire, même si c'est très désagréable, parfois en pratique. Ou inversement, ce qu'on ne doit pas faire aussi, parce que bon, ça peut aller dans les deux sens. Et ce que je voudrais, donc, les principes, c'est général, mais cette matière de résistance est hautement pratique. C'est vraiment prudentiel. Ce qu'on appellerait, c'est vraiment du ressort des quatre vertus cardinales qui sont donc, la justice, la prudence, la tempérance et la force. Et si on arrive à bien appliquer ces vertus dans les cas pratiques, ben, on peut s'en sortir en faisant les bonnes actions. Euh, euh, donc là, je vais vous donner juste quelques idées et ensuite, je pense qu'on pourra passer aux questions. Et pendant les questions, je pourrais vous exposer un cas très pratique. Ceux qui lisent Vexia Gallier, un de nos auteurs, qui prend un pseudonyme pour on va dire des raisons pratiques, parle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui je fais cette conférence, c'est ça qui m'a donné l'idée, d'un cas pratique qu'il a eu qu'il a dû gérer sur son lieu de travail et qui nous permet de réfléchir à tous ces problèmes-là. Alors, premièrement, il faut se souvenir que l'ordre n'est pas comment dire, n'est pas. On a souvent la tendance dans notre monde contemporain à vouloir absolutiser
ou à vouloir avoir une vision monomaniaque de l'ordre en ayant l'impression qu'il y a juste, par exemple, un ordre politique avec un chef et tout un tas de supérieurs qui descendent jusqu'en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut obéir aveuglement. En fait, c'est pas du tout vrai. Il y a des ordres qui sont croisés et enchevêtrés les uns aux autres. Un père de famille est roi dans sa famille. Mais ce même père de famille peut être salarié dans une entreprise. Salarié dans une entreprise, c'est pas esclave. Salarié dans une entreprise, c'est pas fils. Salarié dans une entreprise, c'est pas apprenti. Euh, En même temps, il fait partie d'un village. Il peut faire partie d'une paroisse. Il peut être chef d'une association. Donc, je veux dire que la même personne, en fonction, dans ses différents rôles sociaux, a différents rôles et différentes places. Donc déjà, il faut, quand on raisonne en pratique, il est rare que ces injustices ou quoi prennent une seule dimension. Donc déjà, il faut savoir où on est euh, quand il se passe quelque chose, où se situe cette injustice-là déjà, et où on est par rapport à cette injustice. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on voit... Donc en fait, la première idée, c'est de bien analyser la situation où on est, en fait, hein. Et en fonction de ça, de savoir où sont nos devoirs essentiels, je veux dire incontournables, et où commence la résistance légitime, et où se situe la résistance nécessaire. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes religieux dans un monastère, vous avez fait des voies d'obéissance. Donc vous avez un devoir d'obéissance extrêmement fort. Si vous êtes salarié dans une entreprise, vous n'avez pas fait de voie d'obéissance, vous avez juste signé un contrat que vous avez certainement jamais lu et que en fonction de la situation, peut être extrêmement défavorable. C'est pas parce que c'est écrit dans le contrat que vous êtes forcément par exemple, s'il y a écrit dans le contrat, si on vous dit de sauter par la fenêtre, il faut sauter par la fenêtre, bah, vous n'êtes pas tenu à le faire, évidemment. Euh, donc, je veux dire que les devoirs qu'on a d'obéissance dépendent vraiment de la position où on est. Et c'est identique. Si vous êtes salarié tout en bas de l'échelle, c'est pas du tout la même responsabilité que si vous êtes chef, chef d'une section ou d'un département, par exemple, si c'est dans une entreprise, etc. Si vous êtes salarié, par exemple, en bas de l'échelle, bah, non, vous n'avez pas du tout les mêmes devoirs qu'un chef et vos devoirs sont moindres. Donc, voilà. Et la façon de résister n'est pas la même. Inversement, si par exemple vous êtes chef, votre résistance aura beaucoup plus d'impact et donc est très importante à faire, mais est beaucoup plus difficile aussi à faire, puisque forcément vous aurez pu remarquer, vous aurez pu attaquer, vous aurez pu se persécuter. Et pour finir sur le volet, disons, analyser la situation, c'est aussi analyser j'allais dire à quel point, bon, si on parle d'une organisation, etc., quel est le degré de légitimité de l'endroit où vous êtes? Et ça aussi, il faut essayer de l'analyser objectivement, parce que c'est très facile, surtout quand on est pris dans des choses sur le terrain, d'être pris par les patients, etc. Donc, se détacher, être froid et objectivement voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on ne sent pas nos torts, et puis regarder objectivement la légitimité de l'endroit où on est. Objectivement, il y a certains organismes qui sont corrompus à la moelle, mais on est dedans. Et il faut avoir conscience que si quand on est dans un ordre injuste, l'ordre a beau être injuste, l'ordre est un ordre. Donc on est dans cet ordre-là pour l'instant. Et objectivement, en général, on ne peut pas le changer de nos propres forces. Donc, quand on est dans un organisme qui est un ordre injuste, il faut le savoir. Et donc, ça veut dire que quand on est dans un organisme où l'ordre est absolument injuste, on n'est pas tenu à respecter cet ordre comme s'il était juste. En même temps, on ne peut pas non plus se rebeller comme ça, puisque de toute façon, on est dépendant de cet ordre qui nous fait vivre aussi. C'est ce qu'il faut reconnaître. C'est vraiment ça qui est compliqué. Mais c'est là où se joue, je pense, la nuance, enfin, qui en pratique peut faire changer les choses. Parce que c'est toujours pareil, même si l'organisme est injuste, les gens qui sont dans l'organisme ne sont pas forcément injustes. Donc, je prendrai deux exemples. On sait, par exemple, l'Église catholique est sainte, mais on sait très bien
et qu'il y a tout un tas de clercs qui sont mauvais. Et ça ne veut pas dire que l'organisme est mauvais. Inversement, on peut se trouver dans un organisme très très mauvais, que ce soit une entreprise capitaliste mondialisée, que ce soit un État républicain, mais on peut tomber sur des gens à l'intérieur qui sont très justes. Donc ça va dans les deux sens, hein. Et on travaille pour la conversion des gens et pour que les gens, parce que le retour de l'ordre ne se fait pas par une constitution qu'on écrira sur un papier, ça c'est juste, si vous voulez, des constatations de faits ou des choses qui aident, ça met en clair les principes, mais c'est l'accumulation d'actes bons et justes. Alors, un Saint-Louis, pour lui, c'était évident, hein. À l'époque, les gens avaient ça ancré en eux que l'ordre est constitué par tout ce que fait chacun, hein. Donc, le but du roi, c'était lui-même d'abord de faire des choses irréprochables, et deuxièmement, de faire tout pour que les gens fassent le plus de choses bonnes, et donc punir le mal. Enfin, il est en position de punir le mal. Donc, si vous êtes en position, par exemple, de punir ou de récompenser, de punir le mal et de récompenser le bien, il faut le faire. Ce qui n'est pas évident dans notre système, parce que le système dit qu'il ne faut pas le faire. C'est là où ça devient, c'est là où il y a par exemple une résistance ferme. Euh, bon, et une fois que vous voyez ce qui se passe et que vous avez une vision claire, euh, ce qui est souvent, bon voilà, c'est juste quelques conseils, mais quand vous savez qu'il y a des injustices, il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer, en même temps, il ne faut pas non plus tomber directement sur la personne. Donc souvent, les bonnes techniques, c'est de faire des amonestations. Très calme, très froid, juste, voilà, on dit les faits, etc. Mais on ne laisse pas passer, on dit, et puis au bout de deux ou trois fois, enfin ça dépend des cas, bah là, on prend des mesures à ce qu'on peut faire. Mais c'est-à-dire qu'on a vraiment laissé la personne en face, ou les personnes, ou l'organisme, de se réformer. S'ils ne veulent pas se réformer, bah là, on prend les actions. Sachant que ces actions peuvent avoir des conséquences pour vous, hein, vous pouvez vous faire persécuter, etc. Et donc il faut avoir le courage de les, de s'y attendre, de se préparer au pire. Et si ça se passe pas, tant mieux, on est content. Et si ça se passe, ben, on encaisse. Euh, donc c'est la résolution dans l'action après, hein. Donc pas forcément prendre beaucoup d'actions, mais les actions qu'on prend vraiment résolues et s'y tenir. Faut pas être rigide parfois. Voilà, si on a fait des choses fausses, des erreurs. Mais très important de ne pas rester isolé et de prendre conseil. Conseil à des gens qui sont éclairés et prudents et qui savent comment évoluer. Voilà, prendre des conseils de différentes personnes, ça aide souvent beaucoup parce que quand on est pris dans la mêlée, bah, c'est plus difficile de voir ce qui se passe. Euh, bon, pour être très très honnête, je pense que c'est compliqué d'être contre-révolutionnaire légitimiste. Donc en pratique, hein, comme je disais aujourd'hui, donc de résister fermement sans devenir révolutionnaire, sans être chrétien et sans la prière. Parce que, en fait, je pense que sinon on tombe très facilement, ce qui est logique hein, dans l'histoire, je vois pas comment on peut faire autrement sans la prière et la foi en fait. Moi-même, avant que je parte en France, je pense que je parte de France pour venir au Japon. Si j'étais resté en France, je pense que je serais allé casser euh, j'aurais fait le tour des pharmacies et explosé c'était juste après un match pour tous, casser les machines distributeurs de préservatifs. Et le fait que je sois venu au Japon, j'ai pas pu le faire. En fait, tant mieux, parce que ça aurait été certainement pas très efficace. Mais c'était un peu l'envie que j'avais à l'époque. Et c'est normal, en fait, quand on se prend plein d'injustices dans la tête, ben, au bout d'un moment, on a envie de tout casser, quoi. Mais ça, c'est une tentation du démon. Il faut construire et convertir même ceux qui nous tapent dessus. Et là, c'est vrai que sans la foi et sans l'exercice des vertus, sans la prière, c'est compliqué, surtout que de toute façon, on fait des erreurs aussi. Donc, voilà. Euh, et dernière chose aussi très importante, surtout à l'époque où on est, et surtout en France, parce que c'est que quand vous avez des situations, il faut aussi, en plus de ce que je disais je veux dire, la situation objective des organismes, de la position que vous êtes, c'est savoir qui vous avez en face. Parce qu'on ne réagit pas pareil devant un catholique qui sait ce que c'est que d'être catholique, un catholique qui ne sait pas ce que c'est que d'être catholique, un apostat et un païen. Là, vous ne pouvez pas traiter un païen, par exemple, comme vous traiterez un frère de votre paroisse. La correction fraternelle marche avec les frères, ne marche pas avec les païens.
il faut rester chrétien avec des non-catholiques ou des non-pratiquants. Alors, en France, ce qui est compliqué, c'est qu'encore beaucoup de gens sont baptisés, donc c'est pas, on n'est pas en face de païens. Par exemple, au Japon, c'est beaucoup plus simple, la plupart des gens sont païens. Donc, si vous voulez, la différence est tellement énorme que pour moi ici, ça me semble visible et évident. Mais en France, souvent, c'est pas aussi évident parce que même si des gens sont déchristianisés, en fait, ils restent un fond chrétien et ils réagissent encore avec des réflexes chrétiens, même dans les conflits. Mais ce qui est important, c'est que, et c'est là où c'est aussi un peu plus compliqué, c'est qu'on ne peut pas réagir de la même façon en fonction de la situation qu'on a en face. Un païen ne comprend pas euh, la correction fraternelle ne marche qu'avec les frères. On ne demande pas. Il faut admonester tout le monde, mais on ne peut pas faire une correction fraternelle comme on ferait dans l'Église. Complètement, ça c'est des directions qu'on en ferait, ou face à une entité style entreprise, etc., qui n'est même pas incarnée. Euh, voilà, faut se défendre fermement et fortement. Euh, euh, donc, pour l'instant, je vais finir là. Voilà, donc euh, je- et je vais laisser la place aux questions. En attendant que le point technique se règle, peut-être je voulais juste préciser une notion très importante, mais qu'on ne comprend plus trop, c'est la notion de justice, que je ne vais pas beaucoup parler de justice. Pour les anciens, bon, c'était évident que tout commence par la justice, et c'est quelque chose de naturel. La charité avant la justice, une charité ou une miséricorde n'existe que si la justice est bien faite. C'est-à-dire que l'endroit où on aurait dû punir très fermement quelqu'un, ben, on le punit un peu moins fermement, mais ça suppose la punition au départ, ça ne marche pas. Et bon, disons que la définition la plus simple, je pense, de justice, euh, celle du bien, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû, dans les deux sens, hein. Euh, une récompense quand c'est un bien, un châtiment quand c'est un mal. Et donc c'est très pratique, c'est pas quelque chose d'abstrait, hein, c'est très pratique. Et voilà. Je voulais juste préciser ça parce que souvent on dit justice et on sait pas trop de quoi on parle, mais là c'est quelque chose de très pratique, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû, tant dans sa position que dans ses actions. Qu'est-ce que c'est que la restauration? Je pense que ça a été souvent dit ici et là, mais c'est pas simplement remettre un roi sur le trône, ça c'est un peu l'aboutissement, ou c'est voire plutôt un prérequis, disons, et c'est un début pour avoir une restauration plus profonde. Mais c'est la restauration se fait sur toutes les dimensions, comme je disais, comme on a tous des petites sociétés autour de nous, donc à commencer par la famille d'abord, c'est celle où on a le plus d'influence et où on a la place la plus importante au niveau individuel. Donc c'est là où on a la sphère d'action la plus grande. Alors s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est évidemment, je sais pas moi, fonctionnaire dans un ministère, bah là vous avez plus de pouvoir d'action concret au niveau de l'État. Mais enfin, la restauration se fait d'abord dans nos sphères et d'abord sur nous-mêmes et dans nos sphères privées. Et le plus nous aurons des sociétés restaurées autour de nous, donc à commencer par nos familles, nos paroisses, nos villages, etc. Et donc, c'est-à-dire cette restauration, c'est-à-dire se refonder sur des principes contre-révolutionnaires et traditionnels, et agir comme ça dans le bon sens, bah, tout devient. C'est comme ça qu'on assainit presque qu'on assainit la société. C'est-à-dire que on a tendance à voir les choses binaires aujourd'hui, parce que bon, on est dans une société étatique forte qui détruit tout ou qui fait tout de façon uniforme. Mais en fait, on reste dans un monde où il y a tout un tas de sociétés, que la République le veuille ou non, et avec ce côté féodal qui fait que la société qui fonctionne bien ici bah, montre l'exemple aux autres. Après, notre rôle, c'est d'être réaliste et de se défendre fortement pour pas que nos sociétés qu'on se fassent massacrer, hein. Donc protéger sa famille, protéger ses villages, protéger ses associations, etc.